pour commencer, on va se poser une question, et c'est d'où nous vient le sentiment de vide? D'où nous vient ce sentiment de vide? De quoi ça nous vide? Qu'est-ce qui se joue entre nous et le vide, dans l'expérience du vide? Je ne sais pas si dans la salle, tout le monde a fait l'expérience du vide. Je sais que j'aurais tendance à affirmer qu'elle est universelle, qu'elle est propre à la condition humaine, mais j'ai au moins un ami qui m'a toujours dit « Non, moi je ne connais pas l'expérience du vide, je ne sais pas ce dont tu me parles. » Donc il est possible que ça ne soit pas si universel que ça. Enfin, on va voir. Bon, on verra après, peut-être au moment des questions et des retours. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je dis « je me sens vide », tout est vide, ou passage à vide, pour reprendre des expressions quotidiennes. Il y a au moins 3 expressions qui nous renvoient à 3 vécus différents du vide. Je suis vide, je suis vidé, on a tous dit ça au moins une fois, et cela m'a laissé vide. Alors je suis vide, ça renvoie plutôt à un problème de trouble de l'identité, c'est-à-dire je ne sais plus qui je suis, quelle est ma personnalité. Je me sens vide, je n'ai rien à donner, je sais pas quelles sont mes qualités, mes caractéristiques. Donc là c'est plutôt un trouble identitaire. Je suis vidé, ça vient souvent après une expérience de grande bombance ou de moments où il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses, et quelque chose nous a volé toute énergie, et on est vidé de toute énergie, de tout élan, de tout désir, de toute projection vers le futur. On est vidé, et on a besoin de se ressourcer. Mais quand on dit « cela m'a laissé vide », ça renvoie à autre chose encore. Cela m'a laissé vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas été touché, on n'a pas eu d'émotion dans ce on vient de vivre. Alors, quel est ce vide? On va essayer de faire une distinction entre le vide, le néant, le rien. Ça va être juste pour voir de quoi on parle exactement, et de ne pas confondre avec l'expérience du néant, c'est autre chose, ou l'expérience du rien, ça serait encore autre chose, et de bien cerner sur l'expérience du vide. Donc, le vide, le néant, le rien ne sont pas la même chose. D'abord parce que le néant, ça veut dire qu'il n'y a rien, même pas d'espace, absolument rien, tandis que dans le vide, on conçoit quand même qu'il y ait un espace vide ou un contenant vidé de son contenu. C'est par exemple l'idée mathématique dont on a pu entendre parler au cours de nos années d'école, l'ensemble vide. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'ensemble vide, c'est un ensemble où il n'y a pas d'éléments. Par exemple, un homme chauve, l'ensemble de tous les hommes chauves ayant une couette. Donc là, c'est un ensemble vide. On ne peut pas mettre d'éléments dans cette... Mais il existe comme ensemble. Tandis que le rien, lui, renvoie, le res, renvoie rien, ça vient de res, renvoie à chose, et c'est le rien, c'est l'absence de cette chose particulière. Donc c'est autre chose encore. Ce n'est pas l'idée d'un contenant qu'on retrouve dans le vide. Léonard de Vinci, déjà au XVe siècle, faisait une distinction entre le néant et le vide. Il disait « Le néant n'a point de centre et ses limites sont le néant. Partout où il existe un vide, il y a un espace. » Tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. En conséquence, le néant et le vide ne sont point pareils. Le vide peut se diviser à l'infini, alors que le néant ne saurait être divisé, puisque rien ne peut être moindre que lui. Donc le vide peut se diviser à l'infini, le néant pas, donc ce n'est pas la même chose. Voilà son argument. Alors, quand on a dit que le vide, c'est l'absence d'un contenu dans un contenant, on pourrait avoir donné une définition, voilà, le tiroir vide, la maison vide. Hélas, ça ne permet pas de définir une autre dimension du vide que nous connaissons, c'est par exemple le vide dans les discours politiques, une forme de vacuité, par exemple, ou le vide qu'on ressent dans des échanges Internet. Voilà, on peut avoir le sentiment d'une forme de vacuité, d'absence de débat, de non-sens. Et là aussi, c'est une expérience du vide, ça, l'expérience de la vacuité. Alors, cette expérience que nous faisons du vide, est-ce qu'il faut la mettre sur le compte de notre intimité, de notre histoire personnelle? C'est nous qui soudain ne voyons plus le sens.
et trouvons que tout est vide, y compris nous-mêmes, ou est-ce que c'est à mettre sur le compte d'un dérèglement de la société, d'un problème culturel? Et c'est là-dessus que nous allons, pour répondre à cette question, qui sera un petit peu le fil rouge de la soirée, d'où vient le vide, d'où vient l'expérience que nous faisons du vide, de nous-mêmes, individus, avec notre propre histoire, ou de la société. C'est là-dessus que Gilles Lipovetsky a quelque chose à nous dire. Parce que pour lui, le vide que nous ressentons en tant qu'individu, dans notre intimité, en fait, elle est due à la société. Donc c'est dans l'ère du vide, et c'est sur l'individualisme contemporain. Et la cause qu'il met en avant, c'est la société postmoderne. Voilà. Alors cette société postmoderne, il faut qu'on définisse un peu ce qu'est la postmodernité. C'est ce qui vient après, donc la postmodernité, c'est ce qui vient après la modernité. Les temps modernes commencent avec les philosophes des Lumières et se caractérisent par des idéaux. On avait encore l'idéal du progrès de la raison, du progrès de l'humanité dans l'histoire. Un autre idéal, c'était l'émancipation, l'existence d'un corps politique qui aurait la capacité de nous réunir tous et à travers des projets communs. On avait l'idéal aussi d'une seule vérité, d'une seule réalité et d'une vérité commune à tous. Et puis aussi, ce qui caractérise la modernité, ce sont les lois universelles. Et ce que dit Gilles Lipovetsky, c'est qu'à partir de la postmodernité, tout cela éclate. Et on n'est plus du tout dans une ère de la vérité, mais des vérités. On parle beaucoup des fake news en ce moment. Il y a des vérités, il y a des interprétations du réel. Et on ne pourra jamais se mettre d'accord. Il n'y a plus de lois universelles, il n'y a plus que des lois particulières, propres à une culture, propres à une société. Les idéaux ne sont pas partagés par tout le monde. Chacun a ses propres croyances, ses propres valeurs. Donc c'est le règne de l'individualisme. Et d'autre part, ce qu'il met en avant, c'est l'idée d'une forme d'hédonisme, de licence, c'est-à-dire de recherche du plaisir à outrance, qui fait que les individus ne vont pas se mobiliser derrière un projet politique. Ce qu'ils veulent, c'est jouir et jouir tout de suite, et pas contribuer à des lendemains qui chantent. Alors, qu'est-ce qui va produire le vide dans cette société post-moderne ? Eh bien, c'est d'abord quelque chose qui est bien connu déjà par les sociologues du XIXe siècle, c'est d'abord l'individualisme. L'individualisme qui va faire accroître évidemment le sentiment de solitude, d'isolement. C'est d'abord là qu'il est le vide de la relation à l'autre, le vide d'être tout seul et de ne pas être compris par les autres. Donc ça, c'est lié à l'accroissement de l'individualisme. Et puis après, l'autre dimension du vide, ça va être la perte du commun. On va perdre un sentiment d'appartenance. C'est très important de se sentir appartenir à une famille, à une collectivité professionnelle, à un groupe, à une communauté nationale. Mais l'individualisme va faire que ces groupes d'appartenance éclatent, puisque plus personne ne veut suivre en fait le but collectif. Chacun a sa propre logique, son propre but, ses propres plaisirs, qui les distinguent des autres. Et enfin, la dernière chose, c'est le nihilisme des valeurs. Nihilisme des valeurs, ça veut dire que chacun soutient ses propres valeurs, mais en fait, le fait qu'il soit seul à soutenir ses propres valeurs, ça les rend précaires, un peu vaines. Imaginez que je sois seul à défendre la valeur de la fidélité, mais que tout autour de moi, tout le monde valorise plutôt l'infidélité. Soutenir toute seule ma valeur de fidélité, ça la rend un peu absurde, un peu vaine d'être fidèle tout seul. Voilà. Donc, ça va entraîner une précarité des valeurs, une vanité, une destruction des valeurs. Ça. Alors cela s'ajoute, c'est Gilles Lipovetsky qui continue le constat, la société de consommation. La société de consommation, c'est bien connu, la critique, c'est-à-dire que l'effigie de Che Guevara sur un t-shirt est mise à équivalence avec l'effigie Coca-Cola. Che Guevara, Coca-Cola, même combat. À partir du moment où ça fait un joli t-shirt qui se vend, pour la société de consommation, c'est pareil. Donc ça, évidemment, ça va entraîner que la société postmoderne n'a plus d'idole, je le cite, donc n'a plus d'idole, ni de tabou, plus d'images glorieuses d'elle-même, plus de projets historiques mobilisateurs. C'est désormais le vide qui nous régit, un vide pourtant sans tragique, ni apocalypse.
Alors, c'est vrai qu'on n'a plus de projet historique. On rappelait tout à l'heure que les modernes, les philosophes de la modernité, les philosophes des Lumières, croyaient en la possibilité de progresser dans l'histoire et de se mobiliser tous ensemble pour une progression, pour plus de paix, plus de démocratie dans le monde. Mais là, l'individu postmoderne n'y croit plus. Donc il ne se mobilise plus. C'est chacun choisit ce qu'il veut. Si tu veux être démocrate, ben, tu es démocrate. Et puis si tu veux être aristocrate, ben, tu choisis l'aristocratie. Donc la culture postmoderne représente le pôle superstructurel, dit Gilles Lipovetsky, d'une société sortant d'un type d'organisation uniforme, dirigiste. Cette société brouille toutes les valeurs modernes, elle revalorise le local, la vie simple, elle dissout les prééminences de la centralité et aussi les critères du vrai, de l'art, et elle met en avant la légitime affirmation de l'identité personnelle, conformément à une société, aux valeurs d'une société personnalisée, où l'important c'est d'être soi-même avant tout. Et où n'importe quoi a le droit de citer et a le droit d'être reconnu socialement. Voilà, toutes les options, tous les niveaux peuvent cohabiter sans contradiction ni relégation. Donc, la culture postmoderne est un vecteur d'élargissement de l'individualisme et va faire en sorte que nous nous sentions tous des atomes sociaux libérés de toute discipline en fait. Avant, dans la société moderne, nous étions encore dirigés par des normes transcendantes et nous avions à suivre des ordres qui composaient un monde collectif. À présent, nous ne suivons plus que nos propres plans de carrière. Par exemple, dans une entreprise, on a l'occasion d'entendre encore ce discours. J'ai fait toute ma carrière dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise proposait à l'individu de s'élever dans la hiérarchie et donc de faire carrière dans la même entreprise. À présent, le travailleur dessine sa propre feuille de route et va aller d'une entreprise à une autre entreprise pour dessiner son propre cheminement, selon les compétences qu'il a envie de vivre, ce qu'il a envie de faire sur le moment. Donc on n'est plus du tout dans cette appartenance à une collectivité. Pareil pour le mariage et les applications d'amour sur smartphone, vous savez, Tinder, tout ça. Voilà. Voilà, c'est vraiment le règne de l'individualisme hédoniste. Alors pourquoi ça va entraîner tout ça, ça va entraîner des exemples de vide. D'abord, Gilles Lipovetsky fait des constats, il donne des exemples. Ça va entraîner un vide lié à l'indifférence. Tout glisse sur les individus. Tout glisse, ils ne s'indignent de rien. C'est très difficile de les amener à s'indigner. Je ne sais pas si vous vous rappelez le livre « Indignez-vous ». Et justement, il faut rappeler qu'il faut s'indigner parce que l'individu postmoderne est indifférent à tout. Tout lui glisse dessus. On va retrouver un vide de la parole et de la discussion. On communique pour communiquer, sans autre but que de s'exprimer et d'être enregistré par un micro public. Le narcissisme révèle ici sa connivence avec la désubstantialisation postmoderne, avec la logique du vide. On voit ça au journal de 20 heures, par exemple. Parfois, l'analyse d'un fait divers ou d'un événement, l'analyse par le journaliste, par l'expert, est remplacée par un micro-trottoir où on invite les gens à dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont vécu. Donc, on a supprimé l'analyse pour offrir à chacun de s'exprimer. Et puis, vide politique. La politique va utiliser la séduction plutôt que la conviction et elle va offrir une politique personnalisée avec de nouvelles valeurs, la cordialité, les confidences intimes, la proximité, l'authenticité, la personnalité, des valeurs individualistes démocratiques par excellence, déployées à une large échelle par la consommation de masse. Donc, séduction plutôt que conviction. Tout cela va entraîner une sorte d'apathie généralisée. Seule la sphère privée semble sortir victorieuse de ce raz-de-marée apathique. On veillait à sa santé, préserver sa situation matérielle, se débarrasser de ses complexes, attendre les vacances, vivre sans idéal,
sans but transcendant est devenu possible. Et il donne comme exemple les films de Woody Allen, comme un peu symptôme de cette idée-là, une forme d'autodérision, d'humour sur soi, un peu d'hypocondrie, mais pas de mobilisation autour d'un but politique ou d'un sens de l'historique. Voilà. Alors qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste quand même quelque chose, il reste le narcissisme qui va être l'effet du croisement d'une logique sociale individualiste hédoniste et puis d'une logique thérapeutique et psychologique élaborée depuis le XIXe siècle. Tout le monde succombe au plaisir de la self-examination. Alors en anglais, self-examination, l'autoconscience, c'est substitué à la conscience de classe, la conscience narcissique à la conscience politique. En même temps, le narcissisme, c'est une solution dans la fragmentation sociale, dans la dispersion. On cherche le plaisir au moins d'être soi. Et puis c'est une façon de s'adapter à un monde justement où il n'y a plus de dimension collective. Et en même temps, nous dit Gilles Lipovetsky, en fait, c'est une forme de contrôle souple, autogéré, qui permet de socialiser tout en désocialisant. Voilà, on parle de soi sur les réseaux sociaux et le fait de parler de soi, ça nous permet de rencontrer des gens qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, et on glorifie la règle de l'ego pur. Là, je continue à poursuivre son analyse. Paradoxalement, ce narcissisme n'entraîne pas du tout une inflation du moi, un débordement égotique, voilà, avec un plein de soi. Ça va entraîner le contraire, ça va entraîner des moi vides. Donc plus on est narcissique, plus le moi est vide. Ça, c'est tout à fait étrange. Et il l'explique en disant que plus on s'investit soi-même, sous forme d'introspection, d'examen de soi, plus on est l'objet d'attention de soi, plus on s'interroge sur soi, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je suis bien ce que je pense être, mais plus ça fait grandir en fait l'incertitude. Et plus on cherche des informations sur soi, moins on est certain de qui on est, à force d'association, d'analyse. Et donc on devient, il dit, une sorte de structure ouverte et indéterminée, qui appellerait encore plus de thérapie et d'anamnèse, c'est-à-dire de réminiscence de ce qui nous est arrivé dans le passé. Donc le moi est devenu une sorte d'ensemble flou, voilà, où on se sent très vide. Alors, il voit pour justifier ça que la fin de la volonté, c'est-à-dire le sujet n'a plus de volonté, il est mu par des pulsions, des compulsions, donc ce qui va l'amener à des addictions. Il ne supporte plus l'emprise de l'autre. L'autre qui a une emprise sur lui, c'est un pervers, c'est un manipulateur. Son esprit, il est toujours en formation. Il doit toujours acquérir de nouvelles compétences. Donc il est toujours en devenir. Il ne peut même pas s'accrocher à son esprit. Et le plus grave, il dit le vide émotionnel. L'individu postmoderne se plaint. Si seulement je pouvais sentir quelque chose. Il y aurait, d'après lui, une fuite devant le sentiment, car on aurait peur des passions incontrôlées. On aurait peur surtout d'être déçu. Et ça se traduit par une protection intime renforcée par la séparation du sexe et du sentiment. On veut bien des activités sexuelles, mais pas de sentiments. Et toutes les idéologies, il doit viser sans doute le féminisme aussi, relaient avec de bonnes intentions cette dissociation, sexualité et sentiments, et en mettant en avant le cool sex, les relations libres, le sex friend. Voilà. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit la difficulté que l'individu aurait d'être transporté hors de soi, de se sentir... de sentir en fait, d'accepter de sentir. D'où encore un plus grand sentiment de solitude et de vide. Voilà ce qu'il dit. C'est assez tragique, cette ère du vide. Et alors, il se trouve que son discours est relayé par beaucoup de psychanalystes. C'est-à-dire, quand on regarde un petit peu les publications des articles, et je vais vous en partager quelques-unes parce que ça permet de voir que c'est encore
compliqué cette expérience du vide, parce qu'on peut l'analyser de manière différente, même chez les psychanalystes. Donc je vous en donne quelques-unes rapides, et je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle ou des psychologues. Non ? Comme ça, ils ne pourront pas râler que ce soit un peu rapidement fait. Voilà. Ce que disent les psychanalystes, enfin, quelques psychanalystes actuellement, c'est que justement, un des troubles qui revient dans leur cabinet, c'est le trouble narcissique, et les patients se plaignent de plus en plus de se sentir vides. Alors, autrefois, et on verra pourquoi, autrefois, les patients se plaignaient plutôt de leur névrose, de leurs obsessions. Or là, ce qui revient, c'est plutôt la douleur du vide. Et Gérard Pirlo, qui est un psychanalyste, a écrit un livre, Désert intérieur, où il dit bien que le vide est une souffrance caractéristique de notre époque, propre au narcisse postmoderne. Donc, contrairement à la névrose obsessionnelle qui supposait un affrontement entre le désir et l'interdit, eh bien, Pirlo dit les maladies aujourd'hui sont liées à une époque permissive, aux troubles du narcissisme et aux troubles identitaires. Tous ces troubles apparaissent dans des comportements pathologiques, état limite ou borderline, addiction, dépression. Donc le point commun de toutes ces pathologies, c'est justement le ressenti d'un vide intérieur. Une difficulté à la fois à s'aimer soi-même et une incapacité à créer une relation avec l'autre. Voilà. Alors un exemple qu'on peut donner de personnalité dite borderline, c'est Marilyn Monroe. Justement, elle se plaignait souvent de ce sentiment de vide, et quand elle avait une forme d'angoisse très forte face au vide, alors elle appelait son photographe pour faire une séance de shooting. Et grâce aux photos, elle pouvait retrouver un peu, grâce à l'image d'elle-même, un peu de contenance. Ce qu'elle ne trouvait pas à l'intérieur d'elle, elle le trouvait avec ses photos. Donc ça c'est connu, cette plainte pour le vide. Un autre psychanalyste, Otto Kernberg, a reconnu, dans la personnalité narcissique, lui il fait la distinction de 3 vides, pardon 4, j'ai lu, 3 vides différents. Il dit il y a le vide du dépressif. Donc le vide du dépressif, c'est un peu le vide à l'ancienne, c'est le surmoi, c'est un vide lié à la culpabilité. Le surmoi attaque le moi avec ses interdits, le moi n'aurait pas fait ce qu'il faut, du coup le moi culpabilise d'avoir commis des choses interdites par le surmoi. Donc le surmoi attaque le moi, et pour le punir, il lui fait sentir que c'est une très mauvaise personne, et que donc il sera privé d'amour, privé des autres. Et donc c'est ça, ce sentiment de vide lié à la solitude qu'on a vu déjà avec Gilles Lipovetsky. Mais il y a une autre forme de vide, le vide de la personnalité schizoïde. Alors lui, c'est le vide de celui qui ne ressent pas ni joie ni tristesse, ni haine ni amour. C'est un vide beaucoup plus confortable. Et en même temps, c'est le vide de la personne laissée vide, nous dit Otto Kernberg. Et il y a une autre forme de vide, alors c'est la personnalité plutôt narcissique, qui a construit un moi grandiose. Et ce moi grandiose qui prend toute la place fait que quand le moi grandiose est un peu mis à mal par la réalité, un échec, une séparation, voilà, et bien là il y a un retour du sentiment du vide qui est insupportable. Donc là, ce sont des personnalités qui ont besoin d'une grande vie sociale, pour combler leurs besoins d'admiration, et qui, si elles n'ont pas de satisfaction immédiate, eh bien, éprouvent une sensation de vide, d'inquiétude, d'ennui insupportable. Voilà. Il y a un dernier psychanalyste que je voulais citer parce que ça nous permet d'aller tout au bout de la chaîne de ce que peut être le vécu du vide, avec un vécu un peu extrême du vide. C'est ce que Esther McFarland Salomon, qui est moins connue, un psychanalyste, a appelé la personnalité asif, la personnalité comme si. Donc ça, c'est une personnalité qui n'a pas créé de moi authentique, qui n'a pas de personnalité propre.
Donc c'est une personnalité c'est une personne qui a besoin d'une personnalité d'emprunt. Donc elle va se rapprocher de personnes admirables, reconnues par les autres, et elle va essayer d'imiter les qualités de ces personnes pour se faire une personnalité de substitution. Donc là, ce sont des personnalités, ces personnes-là en thérapie se plaignent du vide. Et un exemple cinématographique de ces personnalités, c'est dans All About Eve de Mankiewicz. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film intéressant à voir. C'est une jeune femme, Eve, qui se rapproche d'une grande actrice reconnue, Margot, et qui se met à son service. Et au départ, naît quelque chose qui pourrait sembler à de l'amitié et une grande serviabilité de Ève. Mais en fait, petit à petit, Ève s'approprie la personnalité de Margot, les amis de Margot, la façon de s'habiller, la façon d'être de Margot, jusqu'à, à un moment donné, Margot est malade, jusqu'à prendre son rôle pour un film. Et de là, Margot commence à comprendre qu'il va y avoir substitution. Et de fait, Ève prend la personnalité d'emprunt de Margot. Donc ça, ce sont des personnalités vides, qui se plaignent du vide. Oui, avec Gilles Lipovetsky, et ce que disent les psychanalystes, à chaque fois le vide est source d'angoisse, d'oppression, de mal-être, et les symptômes d'un dysfonctionnement, soit chez l'individu, soit dans la société. Et ce qui est peut-être intéressant de penser, c'est d'autres figures du vide, de repenser le vide comme quelque chose qui n'est pas source d'angoisse, qui n'est pas pathologique. Et si on chemine là-dedans, on va trouver des choses. On va trouver en fait des figures du vide tout à fait attrayantes. Et donc là, il y a un auteur, mais je vais aller vite dessus. C'est Heidegger qui nous permet de penser ça, parce que Heidegger, c'est un texte qu'il écrit en 1929-1930, les concepts fondamentaux de la métaphysique. Donc là, on est bien avant Gilles Lipovetsky, en fait. Mais il dit qu'en effet, le vide, quand on se sent vide, c'est qu'on ressent une oppression liée à l'ennui, en fait. On peut avoir des vies très remplies, plein d'amis, plein d'activités, être très pris professionnellement, et en fait se sentir vide. Et ce que disait Heidegger, c'est que ce vide qu'on ressent, c'est en fait une oppression, une pression de notre moi intérieur, qu'il appelle le Dasein. On expliquera pourquoi après. Notre moi authentique, qui n'est pas en fait, qu'on n'a pas pris en main. On se laisse aller au projet des autres. C'est nos amis qui nous proposent des choses. On se laisse aller à accepter des soirées, mais qu'on n'a pas vraiment organisées. Donc en fait, notre vie nous échappe. On n'est pas maître de notre destin. Et donc, se sentir vide, c'est se sentir dans l'ennui, parce qu'on se laisse aller à vivre, en fait, en suivant les autres. Et donc, au départ, Heidegger développe ça, et puis, petit à petit, il voit bien que dans le Dasein, donc Dasein, c'est une autre façon d'appeler l'être humain. Avant lui, on pensait que l'être humain, c'était un sujet. Depuis Descartes, on pense que l'être humain se définit par la conscience, que tout être humain a une conscience, et que cette conscience en fait un sujet. Voilà, il a un sujet, il sait qu'il pense, il a une subjectivité, et puis il essaie de retrouver le monde hors de lui. Le monde est hors de lui. Et Heidegger, donc après Descartes, on a essayé de repenser cette subjectivité, parce que si le monde est hors de nous, on n'est pas sûr de pouvoir retrouver le monde. Et donc Heidegger repense les choses, il dit non, on n'est pas un sujet isolé du monde, on est d'abord en relation avec le monde. On est d'abord un être au monde. Et on est un être avec les autres. Et on est un être auprès des ustensiles, des outils, des objets. Auprès de ma montre, auprès d'une caméra. Donc on est d'abord hors de soi, dans le monde. On est là dans le monde. Et il essaie de repenser du coup qu'est-ce que ça suppose pour nous d'exister comme ça, hors de soi. Il appelle ça le Dasein, l'être là, l'être le là. Tous les traducteurs ne sont pas d'accord comment traduire ce Dasein. Mais c'est cette idée de relationnel, pas être un sujet enfermé en soi.
Et si on pense cette chose, ça veut dire que si on est ouvert au monde, ouvert aux autres, ouvert aux objets, il y a un temps d'ouverture, il y a une ouverture où, là, avant d'être rempli par le monde, il y a un espace vide, où quelque chose peut surgir. Quelque chose comme une nouvelle oration, quelque chose comme une nouvelle idée, ou quelque chose comme un nouveau sentiment. Donc un espace ouvert, vide. Et ça, on peut appeler ça l'homme extatique, l'homme qui attend d'être ravi, d'être pris par quelque chose, par un événement. Ouais. Donc on peut penser le vide de cette façon-là, comme un lieu d'émergence de quelque chose. C'est d'ailleurs ce qui se fait quand on cherche à pratiquer le vide dans la méditation, ou quand on en a marre de tout et qu'on essaie de se vider de tout, on fait le vide pour laisser surgir quelque chose d'un peu nouveau, des ressources. Et quelque chose surgit, parfois. Donc on fait bien l'espace pour qu'il y ait un lieu d'émergence. Et alors ça, on pourrait le développer avec Heidegger, mais je ne continue pas à travers l'idée d'extase. Mais il y a une autre philosophie qui avait déjà pensé ça, qu'on a un peu oublié, mais ça suppose d'aller loin, ça suppose d'aller en Chine, et loin dans le temps, puisque de revenir au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec la philosophie du taoïsme, qui est une philosophie très intéressante, et notamment avec un philosophe, Chuang-Tzu, c'est un philosophe du IVe siècle, qui est l'un des fondateurs du taoïsme. Et justement, les taoïstes disent que le principe du monde, c'est le Tao. Et le Tao, on le traduit parfois par la voie, V-O-I-E, ou par le principe, mais aussi par le vide. Donc ça veut dire que le fondement du monde, c'est le vide. Que dans ce vide, tout ce qui surgit, tous les êtres appartiennent au vide. Donc nous aussi, nous sommes vides. Voilà. Et c'est à partir de ce qu'il n'y a pas qu'il peut y avoir quelque chose qui surgit. C'est à partir du non-être que peut surgir quelque chose. Donc c'est très abstrait, mais pris concrètement, si on se sert par exemple des analyses de François Cheng, Vide et plein, le langage pictural chinois, François Cheng a étudié les peintures chinoises justement, mais aussi la musique, pour faire comprendre cette idée. Dans la musique, il y a des notes de musique, mais il y a des silences. On peut dire que les silences sont des vides entre les sons. Et il faut le vide pour qu'on entende le son, pour que le son puisse se déployer, résonner jusqu'au bout de lui-même. Il faut le vide pour qu'il y ait de l'émergence. Pareil dans les peintures chinoises, il y a les montagnes, et puis il y a la vallée qui souvent disparaît, est effacée, etc. Donc c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait le vide de la vallée pour qu'émerge la présence de la montagne. Il faut le vide pour que ça émerge, quelque chose émerge. Puis d'autre part, l'autre idée des taoïstes, c'est qu'il faut le vide pour qu'il y ait du mouvement, du devenir. Et donc le mouvement, il se fait dans les espaces vides. Donc ça va être le mouvement du souffle vital, du chi, qu'on écrit Q, le QI, oui. Du chi, qui, vous dites, d'accord? Voilà, du souffle vital. Et donc ça, c'est très important qu'il y ait du vide pour le souffle vital. Et nous sommes invités, selon les taoïstes, ils s'invitent eux-mêmes à revenir à ce vide, justement originel, qu'ils sont au fond d'eux. Alors je vous lis un passage de Chuang-Tzu, où il dit, voilà, s'il est grand, l'esprit du saint, il est le miroir de l'univers et de tous les êtres. Le vide, la quiétude, le détachement, l'insipidité, le silence, le non-agir sont le niveau de l'équilibre de l'univers, la perfection de la voie et de la vertu. C'est pourquoi le souverain et le saint demeurent toujours en repos. Ce repos conduit au vide. Le vide qui est plénitude. La plénitude qui est totalité. Ce vide confère à l'âme une disponibilité qui fait que toute action accomplie est efficace. Donc le sage doit se détacher et sentir la plénitude du vide. C'est là, on a une contradiction dans les termes, et cela lui permet de fusionner avec la puissance du Tao. Dans un autre extrait,
présente à travers le disciple Yan Hui qui s'adresse à Confucius ce qu'il veut dire. Alors, il s'adresse à Confucius. Confucius et les taoïstes, en général, sont des adversaires. Mais Chuang-Tzu aime beaucoup mettre Confucius dans une position où il devient taoïste. C'est comme s'il se réalisait qu'il avait fait erreur et qu'il adhérait en fait aux idées taoïstes. Donc là ça va être... voilà. À Hui, qui sollicite l'enseignement du maître sur le jeûne du cœur, Confucius répond « Unifie ton intention. Plutôt que d'écouter avec l'oreille, écoute avec le cœur. Plutôt que d'écouter avec le cœur, écoute avec le chi. L'ouïe s'arrête à l'oreille. Le cœur s'arrête à ce qui s'accorde avec lui. Le chi, c'est le vide qui accueille toute chose. Or, seul le Tao accumule le vide. Ce vide, c'est le jeûne du cœur. Donc voilà, on a le maître qui invite le disciple à faire le jeûne du cœur. Donc, à retrouver le vide et à retrouver le chi. Et ça, c'est souvent dans l'écoute des maîtres taoïstes. Pour écouter, il faut se vider de soi, vider de tout, et ne plus être que le miroir de ce que dit l'autre. Donc, il faut se faire miroir. Et souvent, quand les disciples taoïstes disent « Mais comment je vais faire ? Je vais aller voir un tyran, comment je vais faire pour le conseiller ? Si je le conseille mal, il va me mettre en prison, m'écarteler, etc. » Et en même temps, si je lui dis la vérité, il ne va pas la comprendre. Qu'est-ce que je dois faire ? Et là, toujours le conseil, c'est tu es le miroir. Montre-lui ce qu'il est à travers toi. Tu te fais miroir et il va se voir. Et normalement, ça devrait arranger les choses, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Alors, comment on fait le vide ? Après, il y a toute cette réflexion autour du non-agir qui est fameux chez les taoïstes, le Wu Wei. Le non-agir qui en réalité est quand même une action, mais d'un certain type. Je crois que j'ai un petit peu de temps, oui. Je vais vous lire un passage du Chuang-Tzu où il met en scène un charpentier pour présenter, donc c'est des textes un peu fondateurs, des anecdotes. Il aime beaucoup Chuang-Tzu parler par anecdote. C'est une des anecdotes qui permet vraiment de comprendre ce qu'est le non-agir. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont fondatrices. Le cuisinier Ding, bon là c'est le charpentier Tsing. Voilà. Alors voilà l'histoire. Donc le charpentier Tsing avait taillé dans le bois un support pour des cloches rituelles. À la vue de l'ouvrage achevé, les gens étaient frappés de stupeur comme si c'était l'œuvre d'un dieu. Le seigneur de Lou le regarda à son tour et interrogea le charpentier. « Par quel art êtes-vous arrivé à cela ?» L'autre lui répondit. « Votre serviteur n'est qu'un humble ouvrier. Quel art pourrait-il bien posséder ?» Mais il y a tout de même une chose. Lorsque je m'apprêtais à fabriquer ce support, je ne me suis pas risqué à dépenser en vain mon énergie. Il m'a fallu jeûner afin de tranquilliser mon esprit. Après 3 jours de jeûne, je n'osais plus songer aux compliments, aux récompenses, aux titres et aux émoluments que j'en pourrais retirer. Au 5e jour, je ne m'aventurais plus à des considérations de blâme ou d'éloge, d'habileté ou de maladresse. Au 7e jour, je perdis d'un coup conscience de mon anatomie et de tout mon corps. À ce moment-là, votre seigneurie et sa cour avaient cessé d'exister. Mon adresse était concentrée et finit par éclipser toutes les nuisances du dehors. C'est alors que j'entrai dans les forêts en montagne et me mis à contempler la nature même des arbres, quand la forme et le fût d'un arbre m'apparurent parfaits. La vision se forma du support à fabriquer, et c'est à cet instant seulement que j'y appliquai ma main. Si les choses ne marchent pas ainsi, ça ne peut pas prendre. En somme, je ne fais qu'accorder le naturel au naturel. De là, sans doute, que les gens se demandent s'il s'agit d'une œuvre d'un dieu, n'est-ce pas ? Voilà. Là, on a une sorte de chemin pour le non-agir, et où il faut se vider par le jeûne
parce que là c'est 7 jours de jeûne, il faut se vider. Alors de quoi il se vide? Parce qu'il y a quand même une œuvre à la fin, il y a quand même une action, mais il se vide de l'intention consciente de faire l'action, et il se vide des objectifs extérieurs à cette action qu'il pourrait faire. C'est-à-dire être connu pour son habileté, être récompensé, faire plaisir à celui qui lui commande le support des cloches, faire plaisir au Seigneur, être reconnu comme le meilleur maître, avoir peur de la punition, des coups de bâton sur son corps, et la souffrance de son corps, s'il fait mal. Petit à petit, il s'est libéré de tous ces objectifs extérieurs, et il n'est plus que dans une forme d'inconscience, d'oubli de lui, qui lui permet de voir la forme dans le tronc de l'arbre et de la faire en quelque sorte jaillir naturellement. Voilà. Et donc, ce que cherche à nous dire aussi Chuang Tzu par là, c'est que l'action, ça ne peut pas être comme on le pense en Occident, ça ne peut pas être une action planifiée où on va par des étapes arriver à un but, en contrôlant ce qui arrive, en mettant en place des techniques d'action. L'action, elle doit venir un peu de notre vide intérieur. Et on va retrouver le vide du monde des choses pour produire ce qu'on voulait produire à la fin. Donc c'est ça le wu wei, le non-agir. Alors, j'ai le temps juste, du coup, pour expliquer plus cette idée de volonté qui doit se vider de l'intention. Un des commentateurs de Chuang Tzu dit ceci, il dit « Ce qui fait le prix du non-agir, comme de l'état de non-pensée, tient à ce que la volonté n'y est gouvernée par rien. La volonté n'y est gouvernée par rien. Ceux qui sont dépourvus d'une technique adéquate s'imaginent que le non-agir et la non-pensée sont purement et simplement des états de vide. En tenant le non-agir et la non-pensée pour un état de vide, ils se concentrent sans arrêt sur cet état de vide, sans être capables de l'oublier. Et c'est ainsi qu'ils restent gouvernés par le désir de faire le vide en eux. Or le vide ne signifie qu'une chose, que la volonté n'est gouvernée par rien. Quand on est gouverné par l'intention de devenir vide, on ne se trouve pas dans un état de vide. Le non-agir qui définit le vide véritable signifie au contraire que l'on cesse de prendre le vide comme une norme pour l'action. Ce n'est qu'en cessant de prendre le non-agir comme une norme fixe que l'on peut parvenir au véritable vide. Cet état de vide représente la perfection de la puissance interne, et cette puissance interne représente la puissance suprême. Alors là, le commentateur de Chuang Tzu s'adresse aux disciples qui voudraient faire le vide, qui cherchent à faire le vide. Un petit peu comme des acteurs qui vont monter en scène et cherchent à faire le vide pour ensuite laisser la place à leur personnage. Ils cherchent à se vider aussi de leur stress, etc. Et quand on cherche à faire le vide de façon volontaire, on ne le fait pas. Parce qu'il n'y a plus, justement, que la volonté insistante de faire le vide. Donc il faut se défaire de cette volonté de faire le vide pour vraiment rejoindre le vide et le non-agir. Alors, là on a une figure du vide, c'est un petit peu rapidement dressé, mais très éloignée de celle de Gilles Lipovetsky, qui nous dit que l'ère du vide, c'est l'ère de l'isolement, c'est l'ère d'être un peu en déréliction, un peu perdu dans la recherche de leur plaisir. Et là on a une invitation taoïste, au contraire, à retrouver en nous le vide, et ce vide est une puissance suprême. Donc, ça nous fait penser en fait que l'expérience de vide, elle peut être tout à fait bénéfique, pas du tout source d'angoisse, et aussi que, pour revenir à ce qu'on disait en introduction, est-ce que l'expérience du vide est universelle? Est-ce qu'on fait tous l'expérience du vide? Là, les auteurs disent bien que au fond de nous, il y a du vide. On est fait de vide. Voilà, on croit qu'on a un projet de vie, qu'on a une histoire, qu'on a une personnalité constituée. On croit qu'on a des cercles familiaux,
de collègues, d'amis. Mais en réalité, il y a au fond de nous une grande part de vide. Et ça, déjà, Montaigne l'avait dit. Il avait dit dans l'arrière-boutique du moi, ben, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et c'est bien. C'est bien parce qu'au fond, il y a aucune facette de nous qui mérite qu'on s'y attache durablement. C'est bien qu'on change. Montaigne était maire de la ville de Bordeaux. C'est un bon maire apparemment. Il dit voilà, on me voit comme maire, j'ai une sorte de représentation de maire, mais ça ne mérite pas que je m'y attache. Ça devient, ça se transforme, je change. Et ça, c'est le vide intérieur qui permet justement ces changements. Voilà. Alors, il y aurait plein encore de dimensions. Vous savez, en sciences physiques, on voit, le vide a une grande importance, mais on ne va pas faire de sciences physiques ce soir. Mais c'était un peu pour explorer les différentes facettes du vide dans le sentiment de vide. Voilà. J'arrête là, comme ça laisse une place aux questions.